l'importance de la culture pour le développement. Donc je me présente, je m'appelle Oumoul Khairili et voici mes invités. Donc nous avons le professeur Omar Djoum, qui est mathématicien, historien et écrivain. Donc comme il a si bien l'habitude de le dire, c'est un cheikh antaïste, un grand cheikh antaïste et qui a beaucoup contribué dans l'éducation au Sénégal. Ensuite nous avons le professeur Alioune Dème, qui est historien et archéologue et qui s'est aussi distingué par son implication dans l'éducation et pour sa grande expérience. Et enfin, nous avons Monsieur Christian Cham, qui est réalisateur, qui a d'ailleurs réalisé le film Casa Demencia, film documentaire, et il a une très grande expérience et une très grande expertise dans le domaine du numérique, notamment avec les arts graphiques. Donc, je donne le soin à mes invités de se présenter. Donc, on commence par Monsieur Omar Djoum. Donc, vous pouvez... Je vais, rapidement résumer. Je ne sais pas si je dois commencer par l'année où j'ai eu le bac. C'est comme vous voulez. À vous de voir. Si c'est pas trop ancien. J'ai eu le bac en 1966 au lycée Blaise Diagne avec la mention assez bien. Le bac qu'on appelle S1 aujourd'hui, qu'on appelait Mathelem. Après, j'ai fait 2 années de faculté des sciences, maths et physique, ici à la faculté des sciences de Dakar. Avant de faire un concours d'entrée, nous étions 6 candidats pour 2 places pour l'école polytechnique fédérale de Lausanne, où je suis le premier étudiant sénégalais à avoir eu la chance d'avoir été admis, n'est-ce pas? Et quand j'ai... L'école polytechnique fédérale de Lausanne, d'ailleurs, soit dit en passant, je le disais à des collègues, où a été inventée la première souris optique par Jean-Daniel Nicou, N-I-C-O-U-D, qui était mon professeur de calculatrice digitale en 3e, 4e année, à la chaire de système logique. Après ça, j'ai fait un doctorat de 3e cycle en économie mathématique et économétrie à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. C'était la première promotion d'économètre. Je dis ça parce que le premier économètre sénégalais était parti en stage, mais pas comme étudiant à l'université de Boston en 67, c'est le président Ablaye Wade. Mais les premiers économètres français, donc sortis, c'est la promotion de 78, j'ai eu la chance d'être major de la promotion avec la mention très bien au doctorat de 3e cycle. Et j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé donc pendant une dizaine d'années, quelques mois ici, puis à l'école supérieure interafricaine de l'électricité à Bingerville, comme professeur et directeur des études, sur mandat de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, qui m'avait choisi pour être chef de l'équipe des professeurs suisses de Bingerville. Donc j'étais professeur de mathématiques de l'ingénieur et de mécanique analytique, et mes anciens étudiants, aujourd'hui, parmi eux, vous avez le directeur général de la Société nationale d'électricité du Congo-Kinshasa, Kayombo Kayan, le directeur général de la Société nationale d'électricité du Burkina Faso, Ouedraogo Saint-François de Sales, et ainsi que tous les directeurs, je dirais, quasiment techniques, les plus anciens de la Sénélec, à commencer par le DGA. Voilà. Quand mon mandat s'est terminé, je suis retourné à Lausanne. Et de Lausanne, j'ai atterri à l'école polytechnique de Thiès, où j'ai fait 2 ans. Et on a dit qu'il fallait que je retourne à l'école. J'avais 40 ans, on trouvait que l'université estimait que je n'avais pas assez étudié. Je suis retourné aux études, mon fils avait 10 ans, il fallait aller faire un PhD à Montréal. Mais entre-temps, j'ai parmi mes anciens de l'école polytechnique de Thiès, mon patron actuel, dont je suis le conseiller scientifique, qui est le directeur de l'école, l'ESTD, l'école des ingénieurs de l'IAM, n'est-ce pas? Il y a aussi un qui est ministre dans le gouvernement actuel, je ne le nommerai pas, n'est-ce pas? Qui a été mon étudiant. Alors je continue d'essayer d'apporter ma contribution donc, à cette bataille pour l'émergence donc, des sciences et techniques pour une génération qui ne doit pas se décourager, qui doit savoir qu'il y a 2 types de culture. Il y a la culture alibi, la culture où on s'amuse, et ce que j'appelle la culture tremplin. La culture tremplin, c'est tout simplement
le fait de se rendre compte que n'importe lequel de nos artisans ici est capable de fabriquer des objets que nous pouvons utiliser pour l'enseignement des mathématiques. N'est-ce pas? La conférence que j'ai donnée sur ce thème-là, c'est en 2002 à la salle Daniel Brottier. Walfadjri en avait parlé, Le Soleil en avait parlé, Sud Quotidien en avait parlé. Voici un objet que j'ai fait fabriquer par un menuisier métallique de usine Bernatali, une courbe, n'est-ce pas, dans un espace à 2 dimensions, où on voit que c'est facile d'illustrer le fait que lorsque la dérivée est nulle en un point, on ne sait pas si c'est un maximum ou un minimum. Je pense que tout le monde s'y reconnaît. N'est-ce pas? Avec cette courbe-là a plusieurs composantes. Cette parabole, cet axe, par rapport à cette parabole, c'est un minimum. Par rapport à cet axe, ce n'est ni un maximum ni un minimum. Par rapport à ça, c'est un maximum. Donc c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Ça s'illustre, ça se voit là. N'est-ce pas? D'accord? Et point cell, saddle point, je ne pouvais pas, parce que je n'étais pas sûr qu'une voiture allait venir me chercher. Si j'étais sûr, je serais venu, parce que je l'ai montré dans une autre conférence, avec l'armature d'une selle de cheval. C'est pour ça qu'en anglais, on dit saddle point, parce qu'on a fait la géométrie différentielle à Lausanne. Voilà. Et le premier appareil que j'ai fabriqué, c'est à Bingerville, donc en Côte d'Ivoire, pour nos directeurs de la Sénélec, pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est que la différence entre la notion de coordonnées et la notion de degré de liberté. Et comment passe-t-on d'un système de coordonnées polaires à un système de coordonnées cartésiennes? Voilà. Et ça visualise et ça donne du travail à nos artisans. D'accord, donc Monsieur Djoum, nous vous remercions de cette présentation. Et là, on peut même voir que de grands savants du Sénégal ont réussi à réaliser des objets qui sont carrément la matérialisation de certaines théories mathématiques. Donc nous vous remercions justement pour cette présentation. Donc je vais donner le soin à Monsieur Alioune Dème de se présenter et de nous parler un peu de ses réalisations, de son parcours, etc. D'accord, merci beaucoup. Je suis Alioune Dème, enseignant-chercheur au département d'histoire, responsable du laboratoire d'archéologie. J'ai eu mon bac il y a quelques années, c'est cela quand même. J'ai voulu faire philo, parce que j'étais bon en philo. J'étais de la série littéraire A3. J'avais eu 17 en philo, donc j'étais vraiment bon en philo. Pour mon père, un bon halpulaar m'a dit non, pas question de faire philo. Tu risques de ne pas croire Dieu, et toutes ces choses associées aux philosophes. Alors je me suis tourné vers l'histoire. Je ne l'ai pas regretté parce que ça m'a fait bien aussi de faire l'histoire de la science. Donc j'ai fait le département d'histoire. Après mon DEA, je suis parti aux États-Unis. Je suis donc parti à Rice University, à Houston, Texas. Rice, pour les scientifiques, c'est l'université principale pour comprendre la nanotechnologie, parce que c'est là où enseignait le professeur Simaley qui a donc découvert le Buckle Ball. Et donc c'est ce qui lui a valu le prix Nobel de chimie. Donc, ça m'a aussi beaucoup permis de m'intéresser à la chimie, à la physique quantique. Bon, après mon PhD, j'ai enseigné à Houston pendant 5 ans. Et après, j'ai décidé de rentrer au Sénégal. Et je suis au département d'histoire depuis 2012. Je m'intéresse beaucoup à la recherche, à la formation de l'État, mais surtout à l'évolution technologique. Je pense qu'on va revenir sur ça, sur les inventions et tout ça. Je m'intéresse beaucoup à la métallurgie. Et surtout le site de Walalde, où maintenant on a des évidences directes, donc partie des sites les plus anciens en matière de métallurgie. La métallurgie, c'est important parce que c'était les premiers ingénieurs de l'histoire. C'était les premiers à être capables de transformer les minerais en métal. Donc il fallait maîtriser donc, le vent, il fallait maîtriser la température. Donc il y avait beaucoup de procédés chimiques qu'il fallait maîtriser.
Et donc ça, ils l'ont maîtrisé il y a 3000 ans. Donc vraiment, donc voilà ce que j'ai fait. Et j'encadre mes étudiants et voilà. D'accord, donc des applaudissements pour le professeur qui a eu aussi un parcours très très riche et qui s'est distingué aussi sur la scène internationale. Donc c'est vraiment quelque chose à saluer et à louer. Donc tout de suite après, je passe la parole à Monsieur Christian Thiam qui va aussi nous faire part de son expérience. D'abord, mon expérience ne sera pas aussi longue que celle de mes deux illustres collègues. Je n'ai pas du tout le parcours académique aussi important qu'ils ont eu. Donc c'est un honneur pour moi d'abord de partager ce panel avec vous. Moi, je m'appelle Christian Thiam. J'ai fait mes études au Sénégal jusqu'au bac et après je suis parti, on a une chose en commun, j'ai fait Houston aussi. Mon undergrad, je l'ai fait à TSU, Texas Southern University, qui n'était pas une université aussi illustre que Rice du tout. On a fait Houston ensemble. On a probablement fait Houston ensemble. Exactement. Bon, ben voilà, on s'en connaît gagne. Donc on se retrouve. Okay. Donc effectivement, j'ai fait mon undergrad à TSU, qui était une université beaucoup moins prestigieuse que Rice. Ça, je vous le conseille tout de suite. C'était une université African American University. Et après, je suis retourné à New York, où je suis allé à Tisch, qui était une école de cinéma. De là-bas, je suis revenu au Sénégal. Et aujourd'hui, je suis enseignant-chercheur à l'Université virtuelle du Sénégal et je suis responsable de ce qu'on appelle la cellule numérique. Voilà, c'est... Voilà, donc nous vous remercions, Monsieur Thiam. Mais je tiens également à souligner que vous avez aussi un parcours académique très très important et vous avez beaucoup contribué à l'expansion de la culture du numérique et de l'art graphique au Sénégal. Et je tiens également à souligner qu'il a réalisé un film documentaire dénommé Casa di Mensa. Donc voilà, c'est vraiment un illustre homme. Donc sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc là, on va passer aux questions. Donc ma première question est adressée à Monsieur Omar Thiam, le professeur Omar Thiam. Donc la première question, c'est dans quelle mesure les valeurs africaines traditionnelles peuvent-elles impacter le développement du continent? Dans quelle mesure Les valeurs culturelles traditionnelles peuvent-elles impacter le développement de l'Afrique? Vous parlez de valeurs ou bien de techniques? Les valeurs africaines. Je pense que moi, je m'intéresserai plutôt à la compréhension des valeurs comme la créativité. La créativité, parce qu'il l'a évoqué tout de suite en parlant de métallurgie. Même l'homme le plus ancien qu'on a découvert au Fouta, qu'on a appelé Hamadi Walalde, qu'on aurait dû appeler Bailo Walalde, parce que le Hamadi c'est islamique, on aurait dû l'appeler Bailo Walalde. Je dis ça parce que c'est très important, parce que si on le dit, et je mène un travail sérieux là-dessus depuis des années et des années, si on dit à un Sénégalais moyen ou bien à un Malien moyen, parce que Cheikh Anta avait abordé ce problème-là dans Civilisation ou Barbarie, quand il parlait de la question des métiers, parce qu'il y a une véritable phobie des métiers manuels. Or, la première manifestation de l'intelligence, n'est-ce pas, c'est quand on utilise ses mains pour travailler et créer. Donc en Afrique soudano-sahélienne, pas en Afrique bantoue. Il se trouve que vers le 12e, 13e siècle, beaucoup de noms de famille dérivent de métiers, n'est-ce pas, que pratiquaient les ancêtres des personnes. Prenons le football. Meunier, le latéral droit du Paris Saint-Germain, son ancêtre était meunier. Le cardinal Tisserand, qui était le cardinal de Paris, son ancêtre était Tisserand. Donc, le premier problème, c'est de réhabiliter les métiers. N'est-ce pas? C'est le premier problème, parce que nous sommes dans une civilisation qui a toujours idolâtré le chasseur, le cueilleur et le pêcheur. Or, il n'existe nulle part au monde une civilisation qui se soit développée et qui soit devenue dominante sur la base de la cueillette, de la chasse et de la pêche. Ça n'existe nulle part. Et d'ailleurs, un autre exemple, Helmut Schmidt,
qui a été chancelier de l'Allemagne de 1974 à 82. Schmidt veut dire forgeron en allemand. Smith veut dire forgeron en anglais. Donc, il faut réhabiliter les métiers. Ça, c'est fondamental. Et nous allons, dans ce livre-là, j'ai écrit en 1889, lors du 5e anniversaire de la Tour Eiffel, il y a deux grands bijoutiers sénégalais, Samba Laobé Thiam et Gallo Bouri Thiam, qui ont émerveillé la France par leur talent, au moment où on parle de l'Association nationale des bijoutiers, n'est-ce pas? Et du développement pour exporter, parce que l'un des fondements de l'économie suisse, depuis la nuit des temps, ce sont les bijoutiers et les horlogers de la Chaux-de-Fonds. Et dans ce livre, il y a un exemple du frigo à l'électricité, un professeur nigérian de physique, venant d'une famille de potiers, qui utilise les propriétés de l'argile. L'argile qui se réchauffe très lentement quand elle est froide, n'est-ce pas? Et qui refroidit très lentement quand elle se réchauffe. Donc, il est fondamental de changer notre vision des métiers. C'est fondamental. Je regrette, moi, de n'avoir pas appris vraiment certains métiers. J'aurais été beaucoup plus riche aujourd'hui. D'accord, donc merci beaucoup, professeur, pour cette contribution. Donc, comme il l'a si bien souligné, la créativité est vraiment l'essence fondamentale pour le développement individuel, mais aussi le développement d'un pays, d'un continent. Donc, la deuxième question s'adresse à Monsieur Alundem, le professeur Alundem. Donc, pouvez-vous nous donner des exemples de technologies inventées ou utilisées en Afrique qui ont révolutionné le monde ou qui ont le potentiel de le faire, c'est-à-dire l'impact qu'ont eu les technologies au sein du continent? Oui, en fait, je vais revenir sur la métallurgie et on peut donc rassurer le professeur Dioum avec Hamadi Walale. Lorsqu'on a découvert Hamadi Walale, il fallait lui trouver un nom. Et ce n'était pas un seul, il y avait 5 squelettes, donc même période. Et vous savez, en écologie, souvent quand on découvre quelque chose, on l'associe au lieu, à Farensis, Dakarensis et toutes ces choses-là. Alors, un tout couleur comme moi, mais une du guéri, puisque né et grandi à Kaolack. Moi aussi. Alors, j'ai demandé aux populations, parce que Hamadi Walale, donc c'est 1000 ans avant Jésus, donc c'est les personnes, donc c'est la période la plus ancienne. Alors j'ai demandé aux populations, quel est le nom de l'aîné en Pulaar? Ils m'ont dit souvent, en Pulaar, l'aîné, on l'appelle Hamadi. Voilà d'où est né le mot Hamadi Walale. Mais ça, c'est une influence islamique. Voilà, donc... mais le Halpulaar, c'est Diko. C'est voilà. pour ça qu'on dit Dikourou pour l'aîné. Ok, donc... et c'est à partir de là donc qu'on a choisi Hamadi. Donc, l'impact technologique, c'est surtout la métallurgie. Vous savez, avant la métallurgie, les gens utilisaient la pierre. Et lorsque les Africains, et ça fait partie de ces valeurs africaines, c'était la capacité des Africains à utiliser les connaissances pour répondre à des besoins du moment. Et donc, avec la désertification du Sahara, les changements climatiques et tout ça, les populations qui viennent s'agglomérer dans la Monde Valley et dans le delta intérieur du Niger, il fallait trouver des technologies adaptées. C'est comme ça que les Africains ont inventé la métallurgie. L'invention donc de la métallurgie a permis de créer des outils qui étaient beaucoup plus performants. Et puisque ces outils ont été beaucoup plus performants, ça a permis le développement de l'agriculture. Avec le développement de l'agriculture, les gens mangeaient mieux. Donc il y a eu beaucoup plus d'apport calorifique. Et avec cet apport calorifique, donc il y a eu augmentation de la population, et qui dit augmentation de la population, dit densité de la population, et quand les gens vivent ensemble, maintenant ils ont besoin de s'organiser. Et c'est comme ça qu'est né l'État en Afrique. Donc vous voyez, à partir donc, de cette invention, on voit donc les implications sociales, les implications économiques. Et autre chose qui est extrêmement importante, c'était une connaissance qui était secrète. Donc les personnes qui détenaient cette connaissance,
C'était les personnes les plus importantes de la société. Et c'est pourquoi ces personnes dirigeaient la société. Et c'est pourquoi, pour des gens comme moi, les questions de caste n'ont pas de sens. Parce que nos premiers rois, c'était des forgerons. Donc c'est avec l'arrivée de l'islam que les choses ont changé. Donc voilà l'intérêt de la métallurgie et comment la métallurgie a changé la société et comment la métallurgie a donc abouti au royaume du Tekrour, à la naissance de l'Empire du Ghana et donc au Mali avec Soumaïla Kanté. Donc voilà un exemple partant. Et si je peux revenir un peu sur les impacts, il y a des impacts positifs et des impacts négatifs. Je pense qu'il nous faut, on peut faire une analyse anthropologique des impacts. Bon, j'ai parlé des impacts positifs, mais parfois il y a des valeurs qui peuvent impacter négativement sur la science, sur la connaissance. C'est ce qui fait que, par exemple, si un enfant est surdoué en Occident, les gens en font la publicité. C'est bon, chacun, c'est pour stimuler les autres. Ici, un enfant surdoué, on le cache. On a peur du chat. Le chat gaming, le chat et tout ça. Ouais, tout ça, ça fait partie de ces valeurs qui font qu'on n'a pas d'exemple. Ouais, il y a maintenant les autres questions bioculturelles, je ne vais pas revenir sur ça. Parfois, si pour des questions environnementales, l'enfant a des questions pour comprendre, la solution, c'est souvent battre l'enfant, ou bien on dit que si l'enfant a grandi dans une famille polygame, que c'est la Oudjou qui a marabouté l'enfant et tout ça. Alors que parfois, c'est lié, par exemple, je le dis souvent à mes étudiants, on ne fait pas attention, mais j'ai peur pour nos enfants. Tout ce qu'on utilise comme make-up, les 24 heures, les produits, tout ça là, mais ça impacte, surtout pour les femmes qui sont enceintes, ça impacte l'enfant. Le taux d'autisme qui est en train d'augmenter dans ces pays, c'est beaucoup lié à ça, mais on n'en parle pas. Après, maintenant, on va accuser le marabout du coin, on va accuser le Oudjou, on va accuser, je ne sais pas autre chose, alors que c'est la femme qui est, bien sûr, avec le mari qui aime que la femme soit d'une certaine façon. Donc voilà, ces impacts négatifs aussi, négatifs, je m'excuse, donc qui peuvent donc vraiment impacter la connaissance et le développement de la connaissance chez nous. Voilà, donc merci pour cette contribution, le professeur Alundem. Donc je tiens également à, voilà, des applaudissements s'il vous plaît. Et voilà, je tiens également à prendre un petit exemple, c'est-à-dire le film qu'on vient de visionner à l'instant. Donc c'était en fait l'importance des technologies en Afrique. Donc comme ils peuvent en témoigner, on voit que l'Afrique, si par exemple elle n'a pas été colonisée, aurait pu avoir un niveau de développement technologique extraordinaire. Et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Donc je m'en vais poser la troisième question à Monsieur Christian Cham. Donc, Monsieur Cham, comment concevez-vous la relation entre les valeurs traditionnelles africaines et les enjeux du XXIe siècle, étant donné que vous évoluez dans le domaine de tout ce qui est numérique, art graphique, etc. Donc, comment concevez-vous la relation entre les valeurs traditionnelles et les enjeux du XXIe siècle? Wow. D'abord, commençons par dire que, à mon avis, le XXIe siècle, le siècle à venir, il peut devenir le siècle de l'Afrique. Il peut. Et ce sera grâce au numérique. Pour essayer de mettre les choses au plus simple possible, il y a des choses que vous faites tous aujourd'hui et elles ne vous coûtent pas grand-chose. Il y a 30 ans de cela, elles vous coûteraient une fortune, quoi. Par exemple, vous avez ces caméramans devant là, vous êtes 5 caméras. Aujourd'hui, vous êtes en mesure de faire ça grâce au numérique. Il y a 30 ans de cela, vous aurez dû avoir une caméra qui fait peut-être 10 fois la taille de ça, avec une bobine analogue derrière. Vous auriez filmé, la lumière dont vous aurez besoin serait beaucoup plus que celle que vous avez aujourd'hui. Après que vous ayez fini de filmer, vous alliez prendre cette bobine et l'amener dans un laboratoire Kodak, payer de l'argent pour faire un dupliqué de cette bobine, prendre ce dupliqué de cette bobine, aller trouver ce qu'on appelait un flatbed editor et faire votre montage sur ce flatbed avec une lame de rasoir et de la colle et tirer et couper. Ceux qui sont là savent de quoi je parle. Et après seulement que vous ayez fini ça, vous auriez repris cette bobine, vous serez retourné à Kodak, les payer pour qu'ils fassent encore un dupliqué de ce que vous avez fait sur la base de votre original. Et seulement à ce moment-là que vous seriez en mesure de diffuser ce que vous aviez filmé. Mais même pour le diffuser, il aurait fallu que vous trouviez une salle de cinéma qui soit équipée en DCP pour pouvoir diffuser ça. Énormément d'argent. Aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils ont fini, tout est sur une carte mémoire, ils prennent cette carte, ils mettent ça sur un ordinateur et 30 minutes plus tard, vous avez votre reportage. Ça coûte beaucoup moins cher
ça prend beaucoup moins de temps. Pourquoi je dis que donc, ça peut être le siècle de l'Afrique? C'est d'abord, on peut éviter les erreurs que les autres ont commises. On peut avoir un énorme jump start à cause de cette technologie si on se l'approprie. Et ça peut nous coûter beaucoup moins cher que ça a coûté à l'Occident d'arriver au point où ils sont. Maintenant, la question spécifique, c'est nos valeurs. Une fois que l'on parle de nos valeurs, ça me fait vous poser une autre question, à vous tous d'ailleurs. Parce que si on parle de valeurs, la question qui se posera maintenant, c'est de savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire développement pour vous? Parce qu'on lance ce mot comme ça, développement, mais ça veut dire quoi? Est-ce que développement, mais si on regarde selon ce qu'on considère développé aujourd'hui, le pays le plus développé, ce sont les États-Unis. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut être un développement où les dépenses en d'abord même armement de ce pays-là font l'ensemble des dépenses en armement en une année des États-Unis, elles font plus que les 10 autres pays qui suivent après, mis ensemble. Mis ensemble. Ce n'est pas un endroit où il y a la paix, quoi, si on dépense autant. Est-ce que vous voulez être un développement où tout le monde n'a pas accès à la santé, malgré que ce soit la première puissance au monde? Donc, l'idée vraiment importante, la question que vous devez vous poser, plus que tout le monde, plus que on n'est peut-être pas de la même génération, mais quand même, bon, peut-être pas très loin, mais vous, plus que nous, devez vous poser, c'est qu'est-ce que ça signifie développement pour vous? Et la réponse, elle aura beaucoup à voir avec les valeurs que vous avez, ce que vous considérez comme étant bien et ce que vous considérez comme étant mal. C'est ça qui va créer ce développement. Nos valeurs ne font pas forcément marcher avec ce type de développement. Donc la première question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on considère comme développement? Ok? Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais... Des applaudissements, s'il vous plaît. Donc, merci professeur, merci monsieur Thiam pour cette intervention. Et j'aimerais rajouter également qu'au Sénégal, par exemple, on a grandi dans cette idée de partage, de solidarité, de s'enquérir de comment va la personne, etc., de cette humanité, de cette teranga. Donc, je pense qu'il serait bien d'essayer d'allier ces valeurs qui nous sont propres à l'idée que l'on se fait nous-mêmes du développement, comme il a si bien dit. C'est-à-dire axer son développement sur son individualité et sur ses valeurs culturelles et traditionnelles. Donc, je m'en vais poser la question à l'éminent professeur Omar Dioum. Donc, professeur, le phénomène de mondialisation, selon vous, n'est-il pas, selon vous, un frein à l'expansion de les cultures africaines? Et ne participe pas-il à sa progressive disparition? Moi, j'ai déjà parlé de ce problème dans ma communication NTIC, Culture et Économie. Si j'avais eu la possibilité de la projeter ici, c'était à Brazzaville en 2005, quand mon camarade Cheikh Modibo Diarra nous avait invités donc au 3e sommet africain des sciences et nouvelles technologies. Il faut distinguer, justement dans cet aspect de mondialisation, l'aspect matériel des autres aspects moraux et psychologiques, n'est-ce pas? Des valeurs. Parce qu'un instrument n'est qu'un instrument, n'est-ce pas? Un moyen n'est qu'un moyen. Quand on se dit que la fin justifie les moyens, eh bien les moyens finissent par déteindre sur les fins. On voit bien que les hindous, avec Madame Gandhi, je me rappelle quand Madame Gandhi a pris le pouvoir en 71, j'étais en 2e année à l'EPFL à Lausanne, l'Inde avait des problèmes de famine. Elle a réglé ce problème-là parce que la priorité c'était la révolution verte. Les hindous se sont mis à manger correctement. Il y avait des problèmes avec la Chine. Elle a réussi en mobilisant toute l'intelligentsia scientifique et technique indienne à avoir la bombe atomique en 1974. Et les hindous sont restés hindous dans leurs valeurs, dans leur culture, d'ailleurs que nous voyons dans nos séries ici à la télévision. Parce qu'être moderne ne signifie pas être occidental. La modernité, c'est trouver des solutions à des problèmes actuels, soit en fonction des données dont on a hérité, n'est-ce pas, de son passé, ou bien en y ajoutant des données nouvelles, ou bien en inventer. Einstein disait que pour inventer, il faut penser à côté. Modernité ne signifie pas occidentalité.
D'ailleurs, un autre exemple plus ancien, l'empereur Mutsuhito en 1858, quand le commodore Perry est venu donc menacer le Japon, il a compris qu'il fallait que le Japon s'industrialise et devienne une puissance, tout en gardant, n'est-ce pas, sa base sociale. Il s'est basé sur 275 familles qu'on appelait les 275 daimyo, les Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Yasuda, comme si certaines grandes familles traditionnelles, par exemple au Fouta, étaient devenues de grandes familles d'industriels. Si elles avaient écouté ces familles du Fouta-là, El Hadj Omar qui voulait introduire, je cite ici David Robinson, je n'invente rien, la culture de la charrue en 1860 au Fouta. Vous vous rendez compte de la révolution que ça aurait créé? Les Halpulars seraient restés des Halpulars, l'agriculture aurait fait un bond, et les forgerons Halpulars auraient créé une industrie locale de fabrication de charrues. Donc modernité ne veut pas dire occidentalité. C'est ça qui doit être clair dans la tête des gens. Donc, prendre ce qu'il y a de mieux chez les autres dont on a besoin et garder ce qu'on a de mieux chez soi. C'est cet équilibre-là qu'il faut chercher. C'est vrai que c'est une lutte. C'est une lutte parce qu'on est envahi, on est agressé par toutes sortes d'images, de sons, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les distances sont abolies par la vitesse des télécommunications, par la vitesse des voyages, par le tourisme et tout. Même le temps, puisque des gens décédés depuis longtemps, on peut voir leurs images en train de parler, en train de se rappeler à nous. Donc, encore une fois, c'est ça. Pour moi, pour résumer, modernité ne veut pas dire occidentalité. La modernité, c'est la capacité de penser l'actuel en fonction des outils les plus adéquats pour le problème auquel on est confronté. D'accord, donc vos applaudissements s'il vous plaît. Donc merci beaucoup monsieur professeur Djoum. Donc tout de suite après je m'en vais poser la question suivante au professeur Alioune. Donc professeur, j'aimerais savoir quels sont les moyens à mettre en œuvre pour la revalorisation de la culture africaine par le biais des sciences et de la technologie. J'aime pas beaucoup le mot revalorisation. Elle est là, cette culture-là. Hein? Elle est là, elle existe, elle est dynamique, elle est vibrante. Seulement, c'est quel type de culture hein? Mais je pense qu'il y a deux aspects. Le premier est psycho-cognitif, c'est-à-dire il y a un travail à faire au niveau d'un segment important d'une population pour leur faire comprendre que la science n'est pas une affaire de Toubab et d'Asiatique. Moi, j'ai vu un cas pratique que j'ai vécu, un pays où j'ai travaillé plusieurs fois, où j'ai été, qui est la Tanzanie. La Tanzanie qui a implémenté, n'est-ce pas, le swahili et l'anglais concurremment, depuis la maternelle jusqu'à l'université, et qui l'a fait avec succès. Bon, l'Éthiopie qui, elle, n'a jamais eu de rupture avec sa langue depuis la nuit des temps, mais la Tanzanie, c'est plus récent. Donc, on gagnerait donc à réfléchir sur l'exemple tanzanien, comment les Tanzaniens ont fait. Le Rwanda dont on parle aujourd'hui, n'est-ce pas? Même le Rwanda d'avant, donc Paul Kagame, que je connaissais bien, j'y ai été, j'ai beaucoup de camarades rwandais avec qui j'ai étudié en Suisse et avec qui j'ai travaillé. Du temps déjà de la colonisation allemande, leur langue, le Ikinyarwanda et le Kirundi, c'est des langues qui sont écrites et qui sont lues. Donc, le problème, c'est est-ce qu'on a la volonté, n'est-ce pas, de faire ce travail-là? Parce qu'il y a aussi un autre pays beaucoup plus riche que nous qui a réglé ce problème des langues-là depuis 1848. C'est la Suisse, où j'ai eu la chance de tomber par hasard. Comment ont-ils réglé le problème des langues nationales? C'est une confédération de cantons. Même dans les villes, quand il y a une langue qui est majoritaire, n'est-ce pas, dans un endroit donné, c'est cette langue-là qui est la langue officielle, que ce soit le canton ou la ville. Si je prends pour simplifier les deux écoles polytechniques qui sont fédérales, qui délivrent les mêmes diplômes, hein. Quand vous êtes professeur, que vous êtes suisse, même si vous êtes né suisse-allemand, si on vous nomme professeur à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, vous avez l'obligation d'enseigner en français.
et réciproquement. Donc, il y a des solutions. Il y a des solutions. Parce que ne pas commencer très tôt par les langues nationales, ça a des conséquences, surtout sur le plan scientifique et technologique. Cher Anta, le premier exemple qu'il avait donné, en 1954, Tombouy Direku, Djurumred. Tombouy Direku, Djurumred, en Wolof. N'importe quel enfant comprend ça à l'âge de 6 ans en Wolof. Il lui faut arriver, n'est-ce pas, en 6e au lycée, c'est-à-dire c'est 7 ans après qu'il comprend en français que tout point qui se déplace engendre une courbe. Il y a un problème là. Et il y a un problème aussi en polar. Pour tout. Ensuite, il y a le problème de nos systèmes de numération dont il faut tenir compte. Merci beaucoup, professeur. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Le professeur, Wolof pour cette et contribution. le Polar comptent en base 5, le Mandin compte en base 10, comme les Allemands. Kelen Fila, Saba, Nani, Dourou, Woro, Wolongola, Segi, Konontotan. Merci beaucoup, professeur, pour cette contribution. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc là, je m'en vais donner la parole au public pour d'éventuelles questions, contributions. Donc je vois une main levée. Je pense que nous avons tous les trois répondu à cette question en disant que c'est chacun dans son domaine, en prenant tout instrument que nous avons hérité de nos ancêtres et qui est adaptable sur le plan moderne et qu'on peut utiliser sur le plan moderne. Parce que même sur le plan numérique, le 0,1, c'est wow date. N'est-ce pas? Et quand il y a les aléas en système logique, il y a le 0, 1 demi et 1. On le voit ici, là, avec quand il y a le clignotement, quand on allume le néon. N'est-ce pas? Donc, je crois que nous sommes... C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai compris, quand il disait tout à l'heure, moi je partage son point de vue, quand il disait qu'il n'est pas d'accord avec revalorisation. Il faut actualiser. Le mot, c'est actualiser. Et en télécommunication, j'avais oublié, j'ai apporté ici les fractales, n'est-ce pas? La théorie des fractales dont Jacques Attali parle aujourd'hui. Mais Attali en parle après que mon livre soit sorti en 2010, n'est-ce pas? Et que Ron Eglash en ait parlé. Les fractales, c'est le trafic Internet qui se comporte comme ça. Et les valeurs boursières se comportent comme ça. Ce n'est pas vraiment une recherche qui a une valeur scientifique, mais c'est juste un test qu'ils ont fait. Et ils ont pris 3 personnes et ils les ont fait aller sur Google et ils ont fait faire une recherche. Mais ces 3 personnes étaient très actives sur Internet, mais chacun selon une réalité différente. L'une était un néoconservateur, quoi. L'autre était tout simplement un libéral. Et le troisième était tout simplement quelqu'un qui n'avait pas vraiment de coloration politique dans ses recherches sur Google. Chacun ont tapé la même chose. Ils ont tapé Égypte. Celui qui était un néoconservateur, ce qui est monté chez lui, c'était les frères musulmans. La recherche lui a donné les frères musulmans. L'autre, c'est réel, l'autre qui était un libéral, la recherche lui a donné révolution à la place Tahrir. Et celui qui n'avait aucune coloration politique, on lui a donné Sharm el-Sheikh, lieu de tourisme. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, comme vous dites, la science et la technologie, elles essayent d'anticiper sur les besoins des gens. Mais cette anticipation-là, elle est dangereuse. Aujourd'hui, si vous faites une recherche sur Internet, et ça, c'est une recherche qui a été faite, qui a été prouvée, c'est une université en Suède qui a fait cette recherche, et qui se sont rendus compte que si vous voulez vous suicider, et que vous faites une recherche sur Internet sur le suicide, vous aurez beaucoup plus de choses qui vous poussent à vous suicider que de choses qui vous aident à ne pas vous suicider. C'est grave, mais parce que c'est ce que vous recherchez. Et donc votre question devient encore beaucoup plus importante de comment on va se débrouiller, parce que ça va aller encore beaucoup plus vite. Donc comment nous, on va se débrouiller pour pouvoir s'assurer que nos valeurs sont préservées dans ce brouhaha scientifique de technologie qui évolue extrêmement vite. La seule manière de le faire,
c'est de la recherche. Et il faut des moyens, il faut oser le faire, il faut avoir le courage d'y aller. Merci et pour beaucoup, pouvoir professeur, pour cette contribution. Donc, je m'en vais poser la dernière question à M. Seyni. Oui, dernière question. Alors, bonsoir à tous. Je me nomme Seyni Ndian, étudiant en master en marketing. Alors, ma question est la suivante. Je voudrais juste savoir en quoi la culture et les valeurs traditionnelles sont-elles une condition sine qua non de notre développement. Merci. Je crois que le premier tremplin du développement, c'est la culture. Parce que le capitalisme américain s'est développé selon la culture sauvage du Far West, où les gens exterminaient les Indiens et déportaient les nègres. C'est clair. Et il y a toujours des relents, il y a toujours des relents qui reviennent. Même après que vous ayez eu un président noir, vous avez un Trump qui surgit. N'est-ce pas? Le capitalisme allemand porte les racines, lui, des conflits entre le capitalisme du 19e siècle et les syndicats. Donc, c'est le pays de Karl Marx. Le capitalisme français porte les racines du fait que la France est le plus ancien État centralisé des grands pays du monde occidental. La France est un État centralisé depuis 1327, depuis Philippe le Bel. Même les grands patrons sortis des grandes écoles qui sont propriétaires de leurs usines ont les mêmes réflexes que les hauts fonctionnaires parce qu'ils ont été formés à la même école. Donc la culture, c'est quelque chose qui est fondamental donc, par rapport au développement. Ça, c'est, je dirais, la base de... Merci beaucoup, professeur, pour cette aimable contribution. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je vous remercie tous. Je me présente, je suis Dr Absa Gassama, mais d'apporter une petite contribution à la question de monsieur, parce que en tant que sociologue, on étudie ces questions. Pour répondre à sa question, vous avez parlé de, en fait, l'Allemagne. J'ai pensé que vous alliez citer Max Weber. Max Weber a écrit un éminent livre qui s'appelle L'esprit protestant, en fait, l'esprit du capitalisme et le protestantisme. Et ça, on peut l'évaluer au Sénégal. Quand vous passez devant la mosquée qui est à côté du marché HLM Koloban, des Mourides, et que vous voyez la mosquée de Touba des Mourides, je ne suis pas mouride, hein, c'est-à-dire que des gens sont capables de s'organiser, de mettre de petits sous pour construire quelque chose d'aussi grand. C'est là où la culture imprègne le développement. C'est tout ce que je voulais rajouter. Merci. Merci beaucoup. Donc, je donne d'abord la parole à M. Djoum. Non, je vais parce qu'avant d'ajouter quelque chose, je laisserai monsieur le professeur Dem dire quelque chose. D'accord, vous concluez. Non, allez-y d'abord, c'est la conclusion. Moi, c'était juste pour rassurer cette demoiselle. J'ai eu à l'école polytechnique de Montréal, comme étudiante, une demoiselle sénégalaise en 1989 qui venait de la faculté des sciences, une étudiante en mathématiques, qui s'appelle Aminata Diarra Ndiaye, qui a bien réussi l'école polytechnique de Montréal et qui faisait la fabrication d'avions avioniques. Vous connaissez les avions qui répandent les pesticides là, Bombardier Aviation. Elle travaillait à Bombardier. Elle était la première noire à avoir jamais travaillé à Bombardier. Elle était la fierté de toute la communauté noire. Les journaux en parlaient. Elle s'appelle Aminata Diarra Ndiaye. Donc rassurez-vous, vous serez un jour donc ingénieur en avionique. Merci. Donc, oui. Non, je veux d'abord merci pour l'invitation et merci tout le monde donc, pour avoir assisté à ce panel. Je vais conclure un peu par rapport donc, à la question de l'étudiant. Pour se développer, il faut accepter de se développer. Pour accepter de se développer, il faut se connaître. Et comme l'a dit ma collègue sociologue et camarade, on parle un peu du SAES, les Mourides, c'est un exemple patent. S'il n'y avait pas cette philosophie du travail, que ce serait la Mouridia.
et sans la Mourédia, que ce serait l'économie du Sénégal? Pourquoi beaucoup de nos hommes d'affaires, des Nyoko Kebe à Djelimbay, à Youssou Ndour, tous ces gens-là, pourquoi sont des Mourites? Il y a une certaine philosophie du travail qui est derrière. Oui, donc c'est ça le soubassement. Connaître qui vous aide beaucoup à avancer. Et comme j'aime le dire souvent aussi à mes étudiants, vous savez, au Sénégal, on aime souvent dire « tu y bourré la durée ». Personne ne m'entend dire « ma ham say mam yafus la won ». Personne n'est content de ça. On se glorifie de ce qu'ont fait nos ancêtres. Oui, c'est cette fierté-là qui est un grand moteur pour le développement. Donc il faut se connaître. Et pour se connaître, il faut connaître sa culture. Monsieur Thiam, mot de la fin. Mais pas grand-chose à dire, à part que je vous remercie de l'invitation. Je vous remercie aussi du travail que vous avez fait. J'espère qu'on ne vous a pas posé trop de problèmes. Et je félicite en tout cas l'initiative du Next Einstein et de Seeds. Je trouve que c'est une très belle initiative et j'espère que ça va continuer, qu'il y aura beaucoup plus de gens qui viendront et qui seront influencés par cette initiative qui est magnifique. C'est la seule manière qu'on peut changer ce pays, changer ce continent, c'est en se focalisant sur les plus jeunes et en vraiment s'assurant qu'ils ont toutes les ressources et les moyens nécessaires. Après, le reste, ils ont le pouvoir en eux, ils ont la force en eux, ils ont l'intelligence en eux. Si on leur donne les moyens, ils s'en sortent. Donc, merci pour votre initiative. Donc, je remercie le cher public et je tiens également à féliciter la jeune demoiselle. Je sens dans ton discours que tu es une petite fille très ambitieuse et que tu iras vraiment loin dans la vie. Et pour conclure, je dirais que je citerai Nelson Mandela qui disait que "Education is the most powerful weapon which we can use to change the world." C'est-à-dire que l'éducation est la plus forte arme qu'on peut utiliser pour changer le monde. Donc, hommes, femmes, jeunes comme grandes personnes, si je peux le dire ainsi, nous avons le pouvoir de changer l'Afrique. Nous avons le pouvoir d'être la meilleure version de nous-mêmes. Donc, je vous remercie de votre présence et excellente soirée à vous.